À la une ce soir, la journée mondiale contre la rage. La Côte d'Ivoire lance une campagne nationale de vaccination anti-rabique. Une rencontre pour favoriser la liberté d'expression en Afrique et en Côte d'Ivoire. Le colloque international sur la liberté de la presse s'est ouvert aujourd'hui à Abidjan. Enfin, en Guinée-Conakry, l'opposition demande le report de la présidentielle. Elle dénonce des anomalies dans le fichier électoral. Bonsoir à tous et merci de toujours suivre RTI 2. La Côte d'Ivoire célèbre donc aujourd'hui la journée mondiale contre la rage. Différentes méthodes de lutte préventive sont initiées. La direction des services vétérinaires et les vétérinaires praticiens privés ont lancé une campagne nationale de vaccination des animaux de compagnie. Plus de 10 000 bêtes vont recevoir le vaccin antirabique par voie sous-cutanée. Des diplômes seront également remis aux maîtres soucieux de la santé de leurs animaux. On s'intéresse à présent à cette rencontre visant à promouvoir le concept de la liberté de la presse dans le monde des médias en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Le colloque international sur la liberté de la presse est organisé par le ministère de la Communication. Plus de 100 participants nationaux et internationaux prennent part aux travaux les 5 et 6 octobre prochains à Abidjan. À travers ce colloque international d'Abidjan sur la liberté de la presse, le ministère de la Communication offre au continent africain tout entier une plateforme d'échange pour sensibiliser les consommateurs des produits de médias sur l'importance et la nécessité de l'existence d'une presse libre et indépendante. C'est surtout le lieu pour approfondir la réflexion sur la thématique presse libre et développement en Afrique. D'une manière générale, c'est dans les pays du tiers-monde et singulièrement en Afrique que la cohabitation de la presse avec les principaux pouvoirs, notamment exécutifs, législatifs et judiciaires, est souvent source de conflits. Cela découle de ce que le rôle majeur d'une presse libre n'est pas toujours bien perçu. Ici et là, dans ces pays encore confrontés au sous-développement. Pourtant, les liens de causalité entre le développement d'une société moderne, dynamique et ambitieuse, et une presse libre sont aujourd'hui partout visibles dans le monde. Tout le continent africain attend de ce colloque des suggestions et des recommandations pertinentes dont la mise en œuvre facilitera davantage l'exercice du métier de journaliste et donnera plus de sens à la liberté de la presse dont vous êtes les garants. Et pour indiquer des pistes afin de donner un contenu à la liberté de la presse sur le continent, ils sont venus de partout en Afrique, ces journalistes, chercheurs spécialisés, représentants d'institutions internationales et experts. Nous sommes en train de connaître une certaine évolution sociale qui fait en sorte que nous n'avons pas encore atteint vraiment l'apogée, mais nos sociétés commencent à être des sociétés plus ou moins démocratisées. Et à la longue, je pense que, on ne pourra jamais l'avoir à 100% parce que toute liberté est une liberté encadrée. Mais au moins, je pense que la liberté de la presse, ça ne peut pas être considéré comme un mythe pour nous. Moi, je suis journaliste et j'y crois. Au sortir de ce colloque, le ministère de la Communication entend réussir à mettre en place des instruments de mobilisation de l'opinion publique nationale et internationale pour que les journalistes et les professionnels des médias africains ne soient plus seuls face à un pouvoir oppresseur. Les résolutions et la déclaration d'Abidjan pourraient également mettre en place un code de protection du reporter africain. Des explications de Hamza Diaby. Toujours en Côte d'Ivoire, la réunion de rentrée 2015-2016 des acteurs de la formation professionnelle. Thème retenu, des gestionnaires compétents, gage d'une formation de fidélité. Il s'est agi, entre autres, de réfléchir à une meilleure implication du secteur privé ivoirien dans l'emploi jeune. Les travaux se sont déroulés en présence du ministre Dosso Moussa. C'est un reportage de Franck Wadio. Lundi 5 octobre, le lycée professionnel et commercial de Yopougon est choisi pour la réunion de rentrée du secteur formation professionnelle. Thème pour l'année 2015 à 2016, des gestionnaires compétents, gage d'une formation de qualité. Notre ambition de faire de la formation professionnelle un maillon essentiel de l'émergence de la Côte d'Ivoire implique une approche nouvelle de la gestion
de nos établissements de formation professionnelle. Une réunion de rentrée aux allures de mise au point. Plusieurs responsables d'établissements ont selon la tutelle failli. Il faut accentuer la formation, d'où la nécessité de l'implication du secteur privé. À qui je demande de s'investir dans les différents comités de gestion pour que ces genres de pratiques puissent s'estomper. D'autres points abordés, le taux de réussite 70,13% en 2014 à 2015, un léger progrès par rapport aux 69,81% de l'année précédente. Il a aussi été question de réforme. 24 nouvelles filières de formation professionnelle seront offertes aux jeunes de ces pays. Le lycée professionnel de Daoukro sera transformé en un centre sectoriel des métiers. Un nouvel établissement dédié à l'agroalimentaire à Yopougon et un plan de rénovation des programmes. En clair, une somme d'informations relayées face à la presse au cours d'un second échange. Par exemple, le rôle précis du secteur privé dans la formation professionnelle avec la création depuis 2004 du partenariat école-entreprise dont la mission est de servir de point focal à tous les acteurs du secteur privé afin que ceux-ci puissent faire connaître au monde de l'éducation leurs besoins en formation. De quoi satisfaire les responsables d'établissements présents. Il y aura des séminaires de renforcement des capacités des chefs d'établissement et même d'autres personnes qui interviennent dans la gestion des établissements d'enseignement professionnel. Et donc nous trouvons ça salutaire. Notons-le, les inscriptions en ligne pour la formation professionnelle ont débuté depuis le 14 septembre 2015. L'insertion socio-professionnelle des jeunes au centre des préoccupations du district autonome de Yamoussoukro dans la région des Lacs. Plusieurs projets pour les préparer à la vie autonome. Plus de 5000 jeunes venus des départements de Yamoussoukro et d'Atienguakro pour la mise en place de la jeunesse du district autonome de Yamoussoukro. La création de cette organisation a pour objectif de disposer d'une base de données fiable prenant en compte tous les secteurs d'activité en vue de la réinsertion socio-économique de cette jeunesse. Pour les responsables des différentes structures de jeunesse, cette organisation va être une plateforme d'échange et de réflexion. Augustin Thiam, gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, n'a pas manqué d'ajouter que les jeunes doivent prendre conscience de leur situation et éviter de se faire manipuler par des hommes politiques. Ensemble, nous allons être un outil de développement, pas un outil politique. J'ai des programmes pour vous, j'ai des projets pour vous, j'ai de l'ambition pour vous. Signer un contrat avec eux, ils vont embaucher une cinquantaine de jeunes dans leur usine. Soutenant le propos du gouverneur, Jean-Philippe Kwame, parrain de la cérémonie, a exhorté la jeunesse à se regrouper en coopérative et groupements pour bénéficier du soutien financier et technique du gouvernement ainsi que des bailleurs de fonds. Un message de prise en main d'une jeunesse responsable par des projets viables, finançables économiquement pour que chacun d'entre nous puisse se prendre en charge. Vous savez, tant qu'on n'arrive pas à se prendre en charge et qu'on dort chez un tonton, qu'on habite chez l'autre, qu'on n'a jamais compris comment on fait pour payer une facture d'électricité, on peut se faire manipuler par les uns et les autres. Le district autonome de Yamoussoukro est composé des départements de Yamoussoukro et d'Atienguakro. C'était un reportage de Soro Corona et Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Le Polumar, plan de lutte contre la pollution maritime en Côte d'Ivoire, est-il efficace? En quoi consiste-t-il? Pour le tester, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a réalisé récemment un exercice de simulation. Et à l'issue des travaux, le ministre Rémi Alakwadio a exprimé sa satisfaction. C'est à bord du bateau Le Bouclier de la Marine nationale que le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable s'est rendu au port autonome d'Abidjan pour assister à l'exercice des simulations du plan Polumar. Cet exercice grandeur nature a mis en exergue un accident de plateforme d'un navire qui a déversé un polluant, du pétrole brut, au large de la côte sud-ouest de la lagune. L'État de Côte d'Ivoire fait appel aussi à Paul, qui par le biais de la CIE déploie de grands moyens pour circonscrire la catastrophe. Une opération réussie selon le ministre Alakwadio Rémi qui a assisté à l'exercice. Je me rends compte donc que nous avons un plan qui est opérationnalisé. Il s'agira maintenant de faire en sorte que la Côte d'Ivoire ait un renforcement des capacités en termes de matériel.
Les risques en Côte d'Ivoire de déversement d'hydrocarbures ne sont pas du tout négligeables. La Côte d'Ivoire est productrice de pétrole. Il y a également donc des plateformes qui jouxtent la côte ivoirienne. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas du tout à l'abri d'un déversement d'hydrocarbures dans nos eaux lagunaires comme dans nos eaux marines. Il faut donc que la Côte d'Ivoire prenne les dispositions pour pouvoir faire face à un éventuel désastre. Cet exercice du plan Poluma vient ainsi clôturer l'atelier national d'élaboration du plan national d'urgence initié par le CIAPOL, le Centre ivoirien anti-pollution. En matière de lutte contre les pollutions, je peux dire qu'on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt, mais on a au moins une organisation en place qui nous permet, si aujourd'hui il y a une pollution, qu'on puisse se trouver autour d'une table et puis définir le rôle de chacun. Dans notre programme, on fera au moins 1 à 2 exercices par an pour en tout cas permettre aux opérateurs d'avoir la main. Cet atelier a permis aux experts français d'apporter aux autorités ivoiriennes un soutien permanent dans la préparation et dans les réponses aux pollutions accidentelles en mer, en lagune et dans les zones côtières. Des explications de Herman Niamien. Boyo, hameau situé dans la région des Grands Ponts, élu récemment village éco-citoyen. Une distinction reçue de l'Office ivoirien des parcs et réserves. C'était lors des journées socioculturelles et sportives organisées par l'OIPR. Boyo, village du département de Jacquesville, lauréat du prix vert meilleur village éco-citoyen au terme de la première édition des journées socioculturelles et sportives initiées par l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR. Vraiment, c'est la sensibilisation du chef que je suis et la compréhension de la population. Vraiment, le premier prix que le village a gagné, je suis content, je suis réjoui de ce premier prix. Et je ferai ce même combat pour l'année prochaine. 10 villages de la région ont participé à la compétition dont l'épilogue a eu lieu à la mairie de Grand-Laou. Ils ont été évalués à partir de 3 critères, parmi lesquels les indices d'agression contre le parc national d'Azani. On travaille pour bâtir le présent, mais également pour préparer l'avenir et faire en sorte que les générations futures et les populations à venir puissent vivre dans un environnement sain, serein, un environnement qui est préservé et aussi dit notre engagement à les accompagner et impliquer tous nos parents pour que Grand-Laou soit encore une des références en matière de réussite dans le cadre de la préservation non seulement du parc et son développement, mais également pour toutes les questions qui touchent à l'environnement en général. Pour l'OIP Zone Sud, ces journées visent à sensibiliser les populations à la conservation du parc, opérations dont les enjeux sont économiques, sociaux et touristiques. La partie sportive a vu le sacre de l'équipe de Maracana de la police qui a arraché le trophée de la conservation du parc d'Azani face au village de Nazibo 1. Un commentaire de Michel Mambo et Armand Bowie. En Guinée-Conakry, l'opposition réclame le report au moins pour une semaine du premier tour de l'élection présidentielle prévue le 11 octobre prochain. Les opposants guinéens signalent des anomalies dans le fichier électoral. L'heure est au grand nettoyage des maisons, rues et cours d'eau après les pluies diluviennes sur la Côte d'Azur en France. Les inondations survenues le week-end dernier ont fait 19 morts et 4 disparus. Les autorités françaises annoncent le déploiement de 300 policiers et plus de 500 pompiers pour secourir les populations. Plus loin au Guatemala, le glissement de terrain qui a ravagé récemment un village situé près de la capitale a fait 131 morts. Environ 300 personnes sont toujours reportées disparues. On va maintenant s'intéresser au football pour terminer. Après le cricket, c'est l'un des sports les plus populaires en Inde. Mais le niveau du football indien s'est dégradé progressivement en raison notamment d'un manque d'investissement. Une scène ordinaire à Bombay, en Inde, un pays où le cricket est roi. Alors pour les amateurs de ballon rond, difficile de pratiquer. Il y a beaucoup de terrains avec du gazon artificiel pour le foot, mais ils sont très chers. Alors que pour le cricket, vous pouvez juste aller jouer sur un terrain normal. On est loin du tape à l'œil de la Ligue de football indienne, créée de toutes pièces et dopée aux anciennes gloires, à grand renfort de millions. Mais à la veille de la 2e saison, même les stars ont des difficultés pour s'entraîner. On va devoir trouver un moyen de s'entraîner sur du vrai gazon, pas sur un terrain synthétique.
Il va falloir trouver une solution. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Et le manque d'herbe n'est pas le seul problème. Je sais que l'air en Inde est très pollué. Ça peut avoir un impact sur notre entraînement. La sélection nationale indienne est 155e au classement FIFA. La faute a des lacunes techniques profondes pour les spécialistes. On est dans une situation où même les bases techniques les plus rudimentaires ne sont pas maîtrisées. Alors dans ces conditions, comment aligner une bonne équipe de foot? L'équipe nationale a été battue il y a peu par l'équipe de Guam, petit pousset de son groupe de qualification au Mondial 2018. Pour ces footballeurs en herbe, la Coupe du Monde est un rêve qui semble lointain. Je vous souhaite une très belle soirée sur RTI 2 et à demain, 19h30.